Alors, rebonsoir à tous. Merci d'être connectés ce soir pour ce webinaire en direct avec Dr Cécile Fargues et Dr Stéphanie Cohen-Zarad. On est ravis de vous avoir ce soir dans ce webinaire en direct qui va traiter des modalités du dépistage du cancer du sein. Alors, ce webinaire, je précise qu'il fait partie d'une série de contenus qui vous est proposé tout au long du mois d'octobre, que vous voyez sur l'écran, avec une série de webinaires en direct, des interviews qui ont déjà été préenregistrées et qui sont disponibles sur la page campagne qui va être présentée dans quelques minutes par nos deux intervenantes. Donc, merci, docteur, d'être là ce soir pour présenter ce webinaire. Je vais vous laisser la main pour vous présenter et faire votre topo. Donc, j'arrête le partage, je vous donne la main pour partager votre écran. Et entre-temps, je profite de ce moment pour juste préciser à nos participants que vous avez la possibilité de poser vos questions dans la box Q&R que vous voyez dans votre écran et on tâchera d'y répondre à la fin de la session. Merci beaucoup et bonne session. Bonjour, je suis Cécile Farge, donc radiologue, avec le docteur Stéphanie Cohen-Zarad, radiologue également. Nous allons vous présenter en une petite demi-heure un panorama des modalités de dépistage du cancer du sein en 2023. Et donc, comme le rappelait Mme Chakroun, vous pourrez poser des questions à la suite du topo. Voilà, on a essayé de faire quelque chose voilà, qui est en phase avec ce qui se fait actuellement en 2023. Je passe la parole à Stéphanie. Alors, tout d'abord, le cancer du sein est un problème de santé publique avec 61 000 nouveaux cas par an en France, avec des chiffres de 2023. C'est le cancer de la femme le plus fréquent. Dans la plupart des cas, dans 90% des cas, il est découvert lors d'un dépistage, c'est-à-dire lors d'une mammographie, et dans 10% des cas, lors d'un examen clinique montrant un signe d'appel. On a amélioré la survie du fait des progrès thérapeutiques et de l'augmentation de la proportion de cancers découverts à un stade précoce en rapport avec le développement de ce dépistage. Selon les études sur l'impact des programmes de dépistage organisés, le pourcentage de réduction de la mortalité liée au cancer du sein varie entre 3 et 35%. Et il faut savoir que 50% des femmes ont participé au dépistage organisé en 2018 en France. Ce sont les derniers chiffres. On va insister aujourd'hui sur l'importance de l'examen clinique gynécologique régulier et de la vigilance des patientes quant à l'apparition d'une nouvelle anomalie. L'imagerie de référence, c'est la mammographie, plus ou moins l'échographie si besoin. Il faut savoir que les patientes sont convoquées sous forme d'un courrier par les régimes d'assurance maladie de façon systématique dans une tranche d'âge de 50 à 74 ans en France, mais la mammographie peut parallèlement être prescrite à tout âge par un professionnel de santé. Il n'y a pas d'indication à la réalisation d'une IRM mammaire en première intention pour la population générale. Alors, avec l'aide d'Elsevier, on a essayé de construire un arbre décisionnel de manière à ce que le prescripteur, le gynécologue, le généraliste, les radiologues, bref, tous les médecins qui prennent en charge ces patientes puissent avoir une idée rapide, claire du cadre dans lequel se trouve sa patiente et donc de quel examen il doit prescrire pour elle et dans quel objectif. Donc, je vous présente l'arbre de manière générale comme ça. Après, évidemment, on va le zoomer. Donc, au départ, le départ, c'est on veut dépister un cancer du sein. Dans 10% des cas, le cancer du sein sera dépisté sur une anomalie clinique mammaire. Et dans 90% des cas, ce sera du dépistage systématique. Donc, on va d'abord s'attacher à montrer quels examens doivent être prescrits en première intention lorsque la patiente se présente avec une anomalie clinique mammaire. Alors voilà, ce n'est pas ce qui est le plus fréquent, donc c'est dans 10% des cas. Il y a plusieurs scénarios possibles. La patiente se présente pour une masse palpable ou un sein inflammatoire. Si la patiente a moins de 40 ans, on peut commencer par réaliser une échographie. Si le diagnostic est posé par l'échographie, on peut s'en arrêter là. Si la patiente a plus de 40 ans, il faut réaliser la mammographie, plus ou moins l'échographie. Il y a d'autres symptômes cliniques qui sont, entre guillemets, plus inquiétants, qui sont la rétraction cutanée, une adénopathie axillaire ou un écoulement mamelonnaire qui est unipore, unilatéral ou sanglant. Dans ce cas-là, on réalise d'emblée une mammographie, une échographie. Si on n'identifie pas d'anomalie malgré la symptomatologie clinique, on va plus loin, on fait une IRM mammaire
Si on identifie une anomalie, alors on pratique la classification ACR, on donne un diagnostic et une conduite à tenir. Par exemple, tout ce qui peut être bénin, un kyste, de la mastose ou une cicatrice, on va les classer ACR2, ou une lésion solide, selon son aspect, qui sera plus suspect et qui va être classé ACR3, 4 ou 5. Maintenant, plaçons-nous dans le cas le plus fréquent, c'est-à-dire que la patiente n'a pas d'anomalie clinique palpable. Donc, on est dans le cadre du dépistage systématique de la prévention du cancer du sein. Pour déterminer quels sont les examens à prescrire à la patiente, on va devoir estimer dans quelle catégorie de risque elle se trouve. Pour estimer cette catégorie de risque, on va calculer le score Désinger. Le score Désinger, c'est le fait d'attribuer un nombre de points au cancer du sein présent dans la famille de cette patiente, cancer du sein ou de l'ovaire. Et donc, on va faire la somme des points correspondant aux cas familiaux de cette patiente. Ça va nous donner un score, le score Désinger. S'il est supérieur à 3, ça indique que cette patiente a un risque génétique élevé. Il y a déjà une indication à une consultation oncogénétique. Inférieur à 3, on est dans un risque faible, voire absent, si le score est à 0. Alors, à l'intérieur de cette population à risque, on va subdiviser en 2 niveaux. Les patientes à très haut risque sont celles qui ont une mutation génétique identifiée, notamment BRCA la plus fréquente, qui ont un antécédent d'irradiation thoracique avec les Hodgkin, et toutes les patientes qui vont avoir un score Désinger supérieur à 3. Ces patientes-là, c'est donc la catégorie de risque la plus élevée. Elles auront besoin d'une mammographie plus échographie plus IRM tous les ans. L'âge de début de ce dépistage va varier en fonction du contexte, notamment de l'âge des cancers dans la famille. Donc, ce sont vraiment les patientes les plus à risque. Ensuite, un petit peu en dessous, on a les patientes non plus à très haut risque, mais à haut risque. Ce sont toutes nos patientes qui ont un antécédent personnel de cancer du sein ou qui ont un antécédent d'hyperplasie canalaire atypique, de néoplasie lobulaire in situ. Ces patientes, elles doivent avoir une mammographie et échographie annuelle, mais pas forcément une IRM comme les précédentes. L'IRM sera rajoutée uniquement si on a un problème, si on a besoin d'un examen en plus. Donc ça, ce sont pour les patientes à très haut risque et à haut risque, c'est-à-dire les patientes avec score Désinger supérieur à 3 ou un antécédent personnel. Maintenant, adressons-nous à la population générale. La population générale, c'est celle qui n'a pas ce score Désinger supérieur à 3, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ou peu d'antécédents familiaux. Et là, que faire pour dépister? Doit-on dépister le cancer du sein chez ces patientes? Premièrement, toute patiente qui doit être opérée du sein, quel que soit son âge, même à 20 ans, ou toutes les patientes en parcours de PMA à partir de 38 ans, doivent avoir un bilan sénologique par une mammographie, plus ou moins échographie mammaire. Ensuite, le cas des patientes de moins de 40 ans qui n'ont donc pas spécialement d'antécédents familiaux ou un antécédent familial, par exemple, juste la mère ou juste la sœur, ça fait un score Désinger à 1 ou 2, ça ne nécessite pas de modifier la conduite à tenir. Ces patientes n'ont pas à avoir de dépistage systématique, encore une fois en l'absence d'anomalies cliniques. Les patientes entre 40 et 49 ans, on peut leur proposer, et il est bien vu, de leur proposer un dépistage individuel. Ce dépistage individuel, il va être fait par mammographie, plus ou moins échographie toujours, et on va adapter son rythme aux petits facteurs de risque. Alors, ce qu'on appelle les petits facteurs de risque, c'est de petits antécédents familiaux, donc une mère, une sœur, c'est-à-dire un score qui reste inférieur à 3, mais il y a quand même un petit antécédent familial. Ou bien les patientes qui prennent des traitements hormonaux, ou les patientes qui ont une densité mammaire élevée, et l'alcool et le tabac sont vraiment de petits facteurs de risque. Donc, chez ces patientes, on va proposer une première mammographie à 40 ans, et ensuite, les mammographies suivantes seront faites à un intervalle de 2 à 4 ans, par exemple, si on se place dans le cadre de MyPEPS, en fonction des petits facteurs de risque. Enfin, à partir de 50 ans, la patiente rentre dans l'indication d'un dépistage tous les 2 ans, soit à travers la campagne de dépistage organisée, soit en dépistage individuel, et toujours par mammographie, plus ou moins échographie. Il n'y a pas d'IRM systématique dans la population générale, dans le dépistage. L'IRM, elle va être réservée au très haut risque, comme on l'a vu tout à l'heure. Je vais repasser la parole à Stéphanie pour la suite.
Alors, les points clés qu'on va reprendre plus précisément après. La mammographie est réalisée avec 2 incidences au minimum par sein et la tomosynthèse en 3 dimensions est également réalisée lorsqu'elle est disponible. L'échographie est bilatérale avec une étude systématique des aires axillaires à la recherche d'adénopathie. Une injection de produits de contraste gadoliné est toujours pratiquée lors de la réalisation d'une IRM mammaire. Alors, pour ce qui est de la mammographie, donc on l'a déjà dit, elle est prescrite de façon systématique tous les 2 ans dans le cadre du dépistage organisé en France à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans. Donc, les patientes reçoivent un courrier et sont prises en charge à 100%. En parallèle, le dépistage sur prescription par un professionnel de santé, donc ce qu'on appelle non plus le dépistage organisé, mais dépistage individuel, est possible à tout âge. Il est souvent systématique à partir de 40 ans et poursuivi après l'âge de 74 ans. La fréquence, comme l'a dit Cécile, est définie selon le niveau de risque de cancer du sein. Il y a plusieurs cas où on réalise une échographie complémentaire. Le premier cas, c'est fonction de la densité mammaire. Je vais le détailler. S'il existe plus de 50% de glandes mammaires, c'est ce qu'on appelle un sein de densité C, ou plus de 75% de glandes mammaires, un sein de densité D. Par rapport à la graisse, on réalise l'échographie. Donc là, c'est schématisé sur la figure 1. Vous avez 4 types différents de seins. Le type A, donc sur la figure A, c'est un sein qui présente moins de 25% de glandes, majoritairement graisseux, qui est très facilement lisible. On peut se passer de l'échographie. Pareil pour le type B, vous voyez ces zones blanches opaques qui sont peu importantes. Il y a entre 25 et 50% de glandes. Le sein est lisible, on peut se passer de l'échographie. Par contre, le type C, il y a entre 50 et 75% de glandes. Et le type D, plus de 75% de glandes. Là, il faut faire l'échographie, même si on n'a pas vu d'anomalie sur la mammographie. Ensuite, même si le sein est de densité, comme on l'a vu plus haut, A ou B, donc de faible densité, si la glande est répartie à un seul endroit, s'il y a une zone qui est en fait masquante en mammographie, qui peut méconnaître une lésion qui a la même densité que le tissu mammaire environnant, on réalise également l'échographie. Un autre cas est la nécessité de caractériser une anomalie palpable ou qui a déjà été détectée en mammographie. Ensuite, on réalise l'échographie systématiquement s'il y a un antécédent personnel de cancer du sein, et on va à ce moment-là insister sur les creux axillaires à la recherche d'adénopathie, et s'il y a une présence d'implants mammaires. Il faut savoir que l'échographie n'est pas prise en charge à 100% par l'assurance maladie, même si elle s'avère nécessaire. Une échographie peut être réalisée seule en cas de palpation d'une masse, si la mammographie précédente est récente et peut être lue, ou si la patiente a moins de 40 ans. L'IRM mammaire, c'est un examen de seconde intention. L'IRM mammaire n'est jamais prescrite d'emblée et présente des indications particulières. D'abord, en cas de prédisposition génétique, par exemple les mutations BRCA1, BRCA2, en cas de haut risque familial ou antécédent de radiothérapie médicinale, par exemple pour une maladie de Hodgkin. Ensuite, s'il existe une discordance entre la mammographie et l'échographie, l'IRM sert à trancher. Ensuite, s'il y a en cas de haut risque de lésions multiples, en cas de découverte d'un sous-type carcinome lobulaire infiltrant, s'il y a un cancer de grande taille ou chez une femme jeune, on peut suspecter des lésions multiples qui seront mieux analysées et découvertes en IRM. En cas d'adénopathie axillaire sans primitif évident, à la recherche donc de ce primitif, en cas d'écoulement mamelonnaire, avec un bilan standard qui a été non concluant, en parallèle de la galactographie, ou en cas de doute sur une rupture d'implant mammaire. Une autre technique qui n'est pas disponible partout, c'est ce qu'on appelle l'angiomammographie. L'angiomammographie, elle remplace un petit peu l'IRM en cas de contre-indication à celle-ci ou de non-disponibilité. C'est une technique nouvelle d'imagerie qui utilise la double énergie. Elle combine une mammographie numérique standard à une injection de produits de contraste iodé et on recherche des lésions qui prennent le contraste sur la mammographie. On a essayé maintenant de vous faire un petit tableau récapitulatif, un tout petit peu plus technique, très très peu, rassurez-vous, parce que c'est vrai que maintenant les radiologues, on a plein de jouets à notre disposition et c'est pas forcément facile pour nos correspondants de s'y retrouver entre les différentes techniques. Donc on a d'abord pour le sein donc des techniques qui utilisent les rayons X. Donc la mammographie bien sûr, on en a parlé. Le standard aujourd'hui reste de faire des clichés en 2 dimensions.
on va faire un cliché de face et un cliché oblique sur chaque sein. La mammographie, il faut vraiment bien se souvenir que ça a une sensibilité et spécificité faible. C'est un examen un petit peu irradiant. Donc maintenant, depuis quelques années, se développe vraiment de plus en plus la tomosynthèse. C'est une acquisition 3D. Donc c'est un peu à la mammographie ce que le scanner est devenu à la radio, on peut un peu dire ça. Donc on va faire une acquisition en 3 dimensions en choisissant son incidence, donc soit de face, soit en oblique en général. On va nettement augmenter les sensibilités et spécificités par rapport à la mammographie. En revanche, on augmente un petit peu la dose de rayon X, évidemment. Et un des principaux inconvénients actuellement, c'est qu'on voit encore pas très bien les foyers de microcalcification. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore remplacé la 2D par la 3D, mais ça va venir. Très bientôt, on ne fera plus que de la 3D, très probablement. L'angiomammographie dont Stéphanie vient juste de vous parler, c'est une technique qui, pour l'instant, est réservée aux contre-indications de l'IRM ou aux zones, que ce soit en France ou dans d'autres pays, où l'IRM n'est pas accessible. C'est mieux en sensibilité et spécificité que la mammo, mais on est obligé d'injecter de l'iode, c'est un petit peu casse-pied à faire, ça reste irradiant et ça fait quand même moins bien que l'IRM. Ensuite, on a des techniques par ultrason. Donc l'ultrason, ça va être l'échographie de base, hein, ce qu'on appelle le mode B, c'est-à-dire l'image échographique. Mais on va surtout avoir 2 nouveaux jouets. Le Doppler. Alors le Doppler couleur, il va identifier seulement des gros vaisseaux. On va l'utiliser avant une biopsie pour ne pas taper dans l'artère mammaire interne, par exemple, ou bien pour les gros vaisseaux d'un adénofibrome. Mais dans un petit cancer atténuant, tout petit, il ne va pas faire très bien le Doppler couleur. Et donc là, on va s'aider du Doppler tissulaire qui est de plus en plus diffusé sur nos appareils. Et lui, il va vraiment permettre de visualiser la microcirculation. Donc vraiment des micro-vaisseaux. Et là, ça va être très utile parce que entre un petit cancer atténuant et par exemple une crête de Duret, le petit cancer, on va pouvoir voir les vaisseaux à l'intérieur. Donc, on va augmenter notre valeur prédictive de tumeur. Enfin, le nouveau jouet là, qui se développe beaucoup, que personnellement j'aime beaucoup, c'est l'élastographie. C'est une technique qui, par des ultrasons, va quantifier la dureté d'un nodule. Ça devient le prolongement un peu de la main, hein. On le sait tous, un cancer, c'est dur, quel que soit le cancer, et le cancer du sein en particulier. Et donc, ces ultrasons-là, cette façon de les utiliser, va quantifier la dureté du nodule. Donc, c'est très spécifique de malignité. En revanche, c'est une technique qui est pour l'instant compliquée, qui est opérateur dépendant, machine dépendant. Donc, pour l'instant, on a un petit peu du mal à se caler entre les machines et les opérateurs. Voilà, mais c'est en train d'avancer, c'est en train de progresser. Et moi, personnellement, je pense que c'est vraiment une technique très importante. L'IRM, enfin, l'IRM, c'est vraiment le Graal, hein, c'est vraiment la technique de très loin la plus sensible et spécifique de toutes nos techniques de dépistage, enfin de diagnostic en cancer du sein. Elle a l'énorme avantage de ne pas être irradiante. Certes, on doit faire une injection, mais c'est du gadolinium, donc il n'y a pas la toxicité rénale de l'iode, par exemple. En revanche, c'est vrai qu'il y a quelques patients claustrophobes. Et puis, au niveau de la sécurité sociale, enfin de la santé publique, c'est un examen qui est long, qui est cher, et pour l'instant, un accès insuffisant aux machines. Mais il n'empêche que c'est vraiment de très loin le meilleur. La sémiologie qu'on va vous décrire dans nos comptes rendus, ce sont des masses et des non-masses. Alors, c'est un peu bizarre, les non-masses, pour des non-radiologues. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas une boule, qu'on voit un rehaussement qu'on va analyser, qui peut être tout à fait tumoral, cancéreux, mais que ce n'est pas une boule en tant que telle. Et donc, ça va être réservé, comme on l'a déjà dit avec Stéphanie, donc je ne vais pas trop revenir dessus, à des indications particulières. Ça va être en complément d'une mammo, par exemple la discordance de taille entre la mammo, l'écho et la clinique, par exemple, la suspicion de rupture de prothèse, le lobulaire infiltrant, des choses comme ça. Voilà pour ce panorama des techniques diagnostiques. La même chose sur nos techniques de prélèvement, parce que pareil, ce n'est pas forcément facile de s'y retrouver. Pourquoi on vous fait parfois une microbiopsie, une macrobiopsie ou une cytobonction. Ce sont les 3 techniques de prélèvement que l'on peut proposer dans le sein. La cytobonction, c'est vraiment facile. Donc, c'est ça qui est très intéressant. C'est simple, comme une prise de sang. C'est avec une petite aiguille. On n'aura qu'une analyse cytologique. Ça dure 1 minute. Donc, c'est vraiment un examen qui n'est pas du tout traumatique. Pas du tout stressant, enfin beaucoup moins stressant pour la patiente. En revanche, effectivement, c'est que de la cytologie, donc on ne va pas faire un diagnostic de cancer avec ça, ce n'est pas l'objectif. En revanche, l'objectif, ça va être de confirmer une lésion très, très, très probablement bénigne. Un kyste épais, par exemple, on n'est pas sûr, est-ce qu'il n'est pas solide quand même? Clac, on peut le vider, enfin en tout cas avoir un peu de liquide, on va confirmer que c'est un kyste épais, un simple ganglion, un adénofibrome qui a vraiment l'air gentil, etc. Le seul petit effet secondaire, on va dire, c'est que 5% des ponctions
ne vont pas avoir assez de cellules pour conclure, donc on sera obligé de compléter par une biopsie. Mais c'est vraiment un excellent moyen de confirmer la bénignité en embêtant le moins possible la patiente. La microbiopsie 14 gauche, ça c'est vraiment l'examen qu'on fait le plus, qui est le plus réalisé. Il est fait sous échographie. On va avoir une analyse histologique, cette fois tissulaire. C'est un geste simple sous anesthésie locale qui dure 15 à 20 minutes maximum. Et c'est vraiment le gros du sujet des prélèvements. On va analyser toute lésion ACR4 ou ACR5. L'inconvénient, c'est que le ciblage est parfois difficile quand la lésion est très petite, mais c'est rare qu'on ait un ciblage difficile. Et on va pouvoir avoir de petits hématomes, mais pas grand-chose. Donc, c'est vraiment l'examen le plus souvent réalisé. Enfin, les macrobiopsies. Donc là, les macrobiopsies, on va être sur des prélèvements de bien plus grande taille. C'est 10 fois plus gros à peu près que la microbiopsie, ce qu'on va obtenir comme une quantité de prélèvement. On peut la faire sous les 3 machines. La macrobiopsie, on peut la faire sous tomosynthèse, c'est-à-dire sous rayon X. On peut la faire sous IRM, on peut la faire sous échographie. L'immense majorité des macrobiopsies sont réalisées sous tomosynthèse ou mammographie. Donc, on va avoir évidemment une analyse tissulaire. L'avantage, c'est qu'on a donc un très bon échantillonnage de la lésion. L'inconvénient, c'est que c'est un examen qui est angoissant pour les patientes, qui est long, c'est 3/4 d'heure, la patiente est comprimée, donc c'est pas du tout le même enjeu qu'une microbiopsie pour les patientes, c'est pas la même chose. C'est sous anesthésie locale également. Le ciblage peut être difficile en macrobiopsie, donc pour nous, techniquement, ça peut être parfois un petit peu compliqué. Et puis là, on peut avoir des gros hématomes. Quand je dis gros hématomes, c'est très, très rarement, heureusement, carrément l'hématome qui se termine au bloc opératoire. C'est très rare. Mais il y a quand même 5% de gros hématomes casse-pieds pour les patients et quelques douleurs. Donc voilà ce petit panorama des différentes techniques. On va y revenir rapidement et surtout en images avec Stéphanie sur ces techniques. Voilà. Alors, pour préciser tout ça, donc la mammographie, on l'a dit, est réalisée avec 2 incidences par sein au minimum. Elle peut être réalisée sans problème en présence d'un implant ou sur un sein reconstruit, par exemple un lambeau ou un lipofilling. Des clichés complémentaires peuvent être ajoutés, une incidence de profil pour mieux localiser une anomalie, un cliché localisé avec une plus petite palette de compression sur une opacité ou un cliché agrandi pour mieux analyser des calcifications. Donc, comme je vous l'ai dit, on pratique également lorsqu'elle est disponible la tomosynthèse 3D. Il faut savoir que l'équivalente dose de tomosynthèse est quasiment l'équivalente dose d'un cliché de mammographie et elle remplace souvent les clichés complémentaires qu'on pourrait réaliser. Elle peut être réalisée en incidence de face, oblique ou même de profil. Alors que la mammo 2D permet d'obtenir une image plane de tout le volume mammaire, la tomosynthèse, elle permet d'acquérir les informations de l'ensemble du volume du sein par une rotation autour de celui-ci, puis elle présente ce volume sous forme d'image contiguë entre 0,5 et 1 mm. Alors, je vais vous montrer une image juste un petit peu plus bas. Voilà, donc, c'est une mammographie droite en incidence oblique. Donc là, sur l'image de gauche, c'est un cliché 2D standard. Et l'image de droite, c'est une coupe de tomosynthèse qui est centrée sur l'anomalie. Là, cerclée en rouge, vous pouvez voir dans ce qu'on appelle la zone interdite de Tabar, c'est-à-dire la zone graisseuse en arrière de la glande, une petite image spiculée. Et on voit encore mieux les spicules sur l'image de droite, sur la coupe de tomosynthèse. Ensuite, en échographie, alors, oui, juste je voulais préciser que la mammographie, un petit peu plus haut, Cécile. Voilà. Une fois la mammographie réalisée, on évalue en premier lieu ses critères de qualité avec une compression du sein suffisante, l'absence de flou de l'image et le bon positionnement du sein. Il faut savoir que notre lecture est réalisée en miroir, côté droit comparé au côté gauche, et on compare toujours avec les mammographies antérieures de la patiente si elles sont disponibles. Les grands groupes de lésions à rechercher, on a dit, c'est les masses, les calcifications et les distorsions architecturales. Donc, vous avez ici une image, donc la A et B, mammographie de face droite et de face gauche, et plus bas, on aura l'oblique. Vous voyez sur le côté gauche, sur la face, ce qu'on voit en premier, c'est une masse très dense, de forme irrégulière, de contour un petit peu spiculé, avec une petite rétraction cutanée en regard qui est typique, donc une image très suspecte. Et attention, un train peut en cacher un autre. Juste en dessous, il y a aussi un foyer de calcification qu'on voit aussi sur l'image d'oblique un peu plus bas. Voilà, qu'il va falloir aller biopsier également. Voilà pour les images typiques en mammographie. Alors, l'échographie, elle est réalisée, on l'a dit, de façon bilatérale, étude systématique des aires axillaires.
Les grands groupes de lésions à rechercher sont les masses et les atténuations isolées. L'échographie, elle permet de mieux analyser les masses visibles en mammographie et localiser une éventuelle cible d'une anomalie mammographique. Donc là, pareil, on a une image suspecte, une image atténuante de forme irrégulière avec un petit halo hyperéchogène de grand axe vertical. Encore une fois, une lésion suspecte. Comme l'a dit Cécile, l'étude en Doppler couleur, elle permet de rechercher sa vascularisation et l'élastographie d'en quantifier la dureté. L'IRM mammaire, donc en deuxième intention, elle est réalisée en décubitus ventral. On réalise des séquences T1, T2 et T1 dynamique après injection de gadolinium et soustraction. On utilise, nous, de plus en plus la séquence de diffusion à la recherche d'un hypersignal témoignant d'une hypercellularité. La séquence silicone only est également ajoutée en cas de présence d'implant mammaire. Donc là, vous avez une image, une coupe d'IRM mammaire. C'est une séquence injectée au temps précoce à 2 minutes. Vous avez donc le sein droit et là, fléché en rouge, le sein gauche avec une lésion. Pareil, de forme irrégulière, de contour peu net et avec surtout une prise de contraste. Cette lésion est très suspecte. Donc, les grands groupes de lésions à rechercher en IRM, on a dit, ce sont les masses, avec analyse des contours, du type de rehaussement de la diffusion, et les rehaussements, ce qu'on a dit tout à l'heure, non masse, vus uniquement après injection de produits de contraste. Donc, on va vous détailler maintenant la classification ACR. On va revenir sur le tableau. Voilà, parce que c'est bien gentil d'avoir fait tous ces examens et d'avoir décrit plein d'images, mais maintenant, il va falloir les classer. Donc, tout examen du sein doit se terminer par la classification ACR, qu'on soit en mammographie, en échographie ou en IRM. On va classer chaque examen isolément et après, on doit donner une classification générale au dossier. Parce que, par exemple, la mammographie peut être classée bénigne, ACR2, mais qu'on voit une anomalie ACR5, mettons, sur l'IRM. Et donc, on donnera une classification ACR5 au dossier, bien que la mammo soit ACR2. Donc, il y a bien une classification au départ par modalité et ensuite par dossier. Alors, il y a d'abord la classification ACR0. Alors, celle-là, on doit l'utiliser le moins possible. Malheureusement, de temps en temps, on n'a pas le choix. C'est une classification d'attente. C'est que l'examen n'a pas pu être réalisé en entier dans les règles de l'art pour des raisons comme on n'a pas les antériorités de la patiente a refusé son échographie, il y a eu un problème technique d'injection sur l'IRM, par exemple, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment de l'attente, c'est très temporaire, ça ne doit pas rester longtemps en ACR0. L'ACR1, ça, c'est le calme plat, tout est serein et limpide, il n'y a strictement aucune anomalie à décrire, quelle que soit la modalité mammo, écho, IRM. L'ACR2, on va retrouver là les anomalies typiquement bénignes. Typiquement bénignes, c'est-à-dire 0%, strictement 0% de malignité, et ça sur les 3 modalités. Donc, par exemple, dans les ACR2, on va trouver les kystes simples, toutes les cicatrices de chirurgie ou un adénofibrome qui est connu depuis 10 ans, il va être, 5 ans, il va être classé ACR2. Là où ça se complique, c'est sur l'ACR3. L'ACR3, c'est une classification pour des anomalies très probablement bénignes. Le risque de malignité admis est inférieur à 2%. Donc oui, bien sûr qu'il y a quelques cancers qui au départ sont classés ACR3. C'est normal. Si on ne les classe pas ACR3, ça veut dire qu'on biopsierait tout le monde tout le temps. Il y aurait beaucoup trop de biopsies. Donc il faut tolérer qu'il y ait quelques cancers, quand ils se présentent sous une forme qui a l'air très bénigne, qui vont effectivement être surveillés au départ. Parce que l'ACR3, ça va être une surveillance rapprochée pendant environ 2 ans. Il y a des cas où on peut quand même faire un prélèvement quand il y a par exemple de la PMA et qu'il n'est pas question d'attendre 2 ans pour savoir si une lésion est vraiment bénigne, ou bien quand il y a un cancer contralatéral, ou bien quand il y a du haut risque génétique. Dans ces cas-là, on va évidemment devoir faire un prélèvement pour s'assurer de la bénignité. Mais sinon, l'ACR3, alors on a des critères du coup très précis parce qu'il s'agit de rester inférieur à 2% de risque de malignité. Donc, je vais vous prendre l'exemple uniquement de la mammographie, mais on a des critères très précis sur l'écho et sur l'IRM pour classer ACR3. Donc, par exemple, en mammographie, on a le droit de classer ACR3 un foyer de microcalcification, mais il faut qu'elle soit peu nombreuse, c'est à peu près moins de 15, en petit amarron isolé, ronde ou poussiéreuse. Donc, interdiction d'avoir des éléments branchés, des éléments irréguliers ou polymorphes, une orientation canalaire, tout ça, on ne sera pas dans la CR3. Mais il y a des foyers de micro qu'on a le droit et qu'on doit classer à CR3 et qui seront surveillés. Les masses, il faut qu'elles soient vraiment très rondes, très bien circonscrites, que ça ressemble vraiment à un kyste ou à un ganglion ou à un adénofibrome.
Les asymétries de densité, il faut qu'elles soient concaves ou mélangées à de la graisse pour qu'on ait le droit de les classer ACR3. Nous allons maintenant passer avec Stéphanie aux ACR4. Je vous remonte le tableau général avant de le zoomer. Alors, l'ACR4, tu peux zoomer un petit peu, voilà. Voilà. C'est une anomalie indéterminée. On va se remettre sur l'ACR4. Le risque de malignité, vous voyez qu'il y a un intervalle large, c'est entre 2 et 95%. En tout cas, il faut faire un prélèvement. Alors, comme l'intervalle est large entre 2 et 95%, on a classé l'ACR4 en 4 sous-types, 4A, 4B, 4C. Et je vais vous détailler par exemple le 4B. C'est par exemple en mammographie une distorsion. Alors, je vais juste pousser. Une distorsion à centre clair, un nodule d'Aschoff ou une cicatrice radiaire, les asymétries convexes, les microcalcifications qui sont poussiéreuses, une masse indistincte, complexe et apparue, ou en IRM, un rehaussement en plateau. Donc ça, c'est pour l'ACR4B. Il faut faire un prélèvement. Ensuite, on a l'ACR5. Là, l'anomalie, elle est très probablement maligne. On a un risque de malignité de plus de 95%. Donc, il faut faire attention quand on classe une anomalie en ACR5. Le prélèvement est indispensable. Il faut 2 éléments sémiologiques suspects parce qu'en fait, quand on classe ACR5, s'il y a une discordance entre ce classement ACR5 et une biopsie qui revient bénigne, il faut faire une relecture du dossier, voire une nouvelle biopsie. Donc, avec précaution. Un exemple d'ACR5, par exemple, en IRM. Donc, toujours 2 critères. On va ouvrir la petite boîte. Une masse de forme irrégulière, de contours spiculés, flous ou indistincts, ou associés à des microcalcifications. Le rehaussement d'une masse, il peut être annulaire ou avec washout, une courbe de rehaussement de type 3, ou non-masse de forme canalaire, segmentaire ou micronodulaire. Donc, 2 critères et toujours vérifier la concordance entre le résultat de la biopsie et cette classification ACR5. Enfin, la classification ACR6, elle est utilisée quand le cancer est déjà prouvé histologiquement. Donc, en pratique, on classe ACR6 pour les examens d'imagerie de suivi de cancer en cours de chimiothérapie néoadjuvante ou avant une chirurgie. Mais en tout cas, il faut avoir eu le résultat histologique. Voilà, je vais repasser sur le texte. Donc, cette classification ACR indispensable et surtout la concordance radio-histologique à systématiquement faire après une biopsie pour adapter les résultats de la biopsie au suivi de la patiente. Donc là, on avait rappelé les différents prélèvements. Alors, le cancer du sein, c'est bien de le dépister, mais est-ce qu'on peut le prévenir? Malheureusement, aujourd'hui, les facteurs de risque de cancer du sein ne sont pas accessibles à la prévention primaire. Donc, on va, comme on l'a dit au tout départ, déterminer le niveau de risque dans lequel se situe la patiente. Donc, est-ce qu'elle a un risque génétique, donc une mutation connue, un score Désinger supérieur à 3, un antécédent d'irradiation thoracique qui la met dans les hauts risques? Est-ce qu'il faut une consultation oncogénétique lorsque son score donc est supérieur à 3? Est-ce que cette patiente est dans les hauts risques avec un cancer du sein personnel, de l'hyperplasie canalaire atypique, une néoplasie lobulaire in situ? Toutes les autres femmes, elles vont être, on va pouvoir rechercher des facteurs de risque modérés, mais qui ne sont pas du même ordre que les premiers. Donc, alcool, tabac, surpoids, sédentarité sont de faibles facteurs de risque. Un peu plus précis, la densité mammaire élevée est en soi un facteur de risque et pour nous, une gêne. Pour nous, les radiologues, la sensibilité de diagnostic dans un sein de forte densité, elle est moins bonne que dans un sein de faible densité. Donc, ça joue aussi. Le traitement hormonal substitutif est aujourd'hui reconnu comme étant un facteur de risque à part entière, même s'il est faible et qu'il est à mettre en balance évidemment avec les avantages sur l'ostéoporose, par exemple. Donc, on va adapter le rythme de surveillance de la patiente à ces petits facteurs de risque. Un mot de l'autopalpation. L'autopalpation, c'est très souvent anxiogène, difficile pour les patientes. Les patientes qui essayent de le faire, ce sont souvent déjà les patientes les plus inquiètes et donc elles vont parfois transformer leur vie en enfer et se culpabiliser de ne pas correctement faire l'autopalpation. Personnellement, je préfère expliquer aux patientes qu'il faut juste être vigilant. Être vigilant, c'est le jour où, sous la douche, ou parce qu'on reçoit un petit coup dans le sein, on dit « Tiens, ça, je ne l'avais jamais senti avant ». Là, il faut consulter, effectivement. C'est ça, la vigilance. Mais l'autopalpation volontaire, c'est souvent plus anxiogène que l'inverse. Et puis, éduquer les patients que
à savoir ce qu'elles doivent chercher finalement. Parce qu'on leur dit de chercher des choses, mais encore faut-il qu'elles sachent quoi. Une masse, un durée, bien sûr, un écoulement du mamelon, ça c'est assez simple de leur expliquer. Une rétraction du mamelon, ou bien un ganglion palpable, une boule sous le bras. En conclusion de ce webinaire, espère que ça vous a permis d'avoir un panorama un peu actualisé du dépistage. Je crois que ce qui est très important, c'est qu'on parle le même discours. Les gynécologues, les généralistes, les radiologues, bref, tous les prescripteurs et tous les intervenants autour des patientes, qu'on ait un même discours, qu'on ait quelque chose de cohérent, qu'on sache tous ce qu'on doit prescrire dans tel cas. Et n'hésitez pas à nous contacter, nous les radiologues, parce qu'il y a des cas compliqués, parce que un médecin généraliste ne peut pas lire tout ce qui sort sur le cancer du sein, c'est absolument impossible. Donc n'hésitez pas à nous appeler, à nous demander, on est là pour ça. Et voilà, j'espère que ça vous a été utile. Je repasse la parole à Stéphanie, qui va nous parler de la suite. Voilà, donc plein d'événements à l'occasion d'Octobre Rose. Donc je vous invite à voir l'interview de Corinne Baléguier sur les techniques d'imagerie numérique en mammographie et le prochain webinaire du docteur Marc Espier sur le cancer du sein métastasé le 13 octobre. Voilà, on va prendre le temps de répondre aux questions s'il y en a. Alors, une première question. Dans quelle mesure est-ce que les traitements hormonosubstitutifs lors de la ménopause augmentent le risque de cancer du sein? Les patientes concernées nécessitent-elles un suivi particulier? Alors, c'est un éternel débat. Alors, ce qui est sûr, c'est que interdiction au traitement hormonal substitutif après un antécédent personnel de cancer du sein. Après, c'est en fonction du niveau de risque et des symptômes climatériques de la patiente, je dirais, parce qu'il n'y a pas à ce jour d'études qui prouvent qu'une patiente sans énorme facteur de risque ne peut pas prendre le traitement hormonal substitutif. Moi, je dirais que c'est à mettre en balance chez chaque patiente. Voilà, une patiente qui a un gros risque d'ostéoporose ou qui a des symptômes très forts, évidemment, il faut qu'elle le prenne. En revanche, oui, ça augmente un tout petit peu le risque de cancer. Donc, si l'anxiété de la patiente est majeure là-dessus, ben, c'est un facteur qui va jouer contre. En tout Mais cas, c'est pas on un doit nom les catégorique. laisser en surveillance sur le même rythme que les autres patientes. On ne doit pas multiplier les examens parce qu'il y a un traitement hormonal. Voilà. S'il y a d'autres questions, c'est maintenant. C'est ce que j'allais dire. On va peut-être attendre quelques secondes. Il y avait la Si... question précédente, Oui, Mariam, qu'un internaute avait posée auparavant. oui, J'ai répondu, mais quand une patiente a un seul antécédent familial, donc chez la sœur ou la mère, par exemple, ça la laisse en population générale. Donc, il n'y a pas lieu de faire un dépistage annuel. Ça doit rester un dépistage tous les 2 ans puisque son score d'Esinger est inférieur à 3. très bien, merci d'y avoir répondu. Oui. C'était une question qu'on a reçue auparavant, avant le webinaire en direct. Merci beaucoup. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que votre présentation était très claire. Alors, je vais juste reprendre la main 2 secondes pour conclure la session. Merci à tous de vous être connectés et surtout merci à vous, docteur Farge et docteur Cohen-Zarad, d'avoir fait cette présentation qui était très riche, clairement. On vous remercie pour votre intervention et votre collaboration sur cette campagne. On vous donne rendez-vous pour tous les participants sur la page qui est affichée Octobre Rose Elsevier. Et puis, je redis juste que, en effet, les prochains webinaires en direct, c'est celui de Dr Marc Espier le 13 octobre à 18h sur le cancer du sein métastasé. Et puis, juste la semaine après, le 19 octobre à 17h avec professeur Frédéric Baudin sur la reconstruction mammaire. Et puis, vous avez la panoplie les autres contenus qui sont disponibles sur la page. Donc, n'hésitez pas à y aller pour découvrir le reste des ressources. Et puis, encore merci à vous, docteur. Et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci Au à vous. revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.